Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des lycéens dirigé aujourd'hui par Pascal Lassalle, diffusé en direct samedi 3 février 2018 de midi à 13h30 et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition du Libre Journal des lycéens sur Radio Courtoisie bien entendu, dirigée aujourd'hui par votre serviteur Pascal Lassalle. Alors aujourd'hui justement j'ai le plaisir de recevoir à nouveau quelqu'un qui fut dans ce studio il y a un peu plus de 2 ans. J'ai nommé Michel Drac. Michel, bonjour. Bonjour. Alors, je vous reçois aujourd'hui pour, à l'occasion de la parution il y a quelques semaines de votre dernier ouvrage aux éditions Le Retour aux sources, intitulé « Voir Macron, 8 scénarios pour un quinquennat ». Macron, donc j'ai intitulé cette émission de « Qui et de quoi Macron est-il le nom dans ces temps chaotiques ?» On va essayer un petit peu de cerner cette vaste question à travers ses différents aspects, les enjeux qui la constituent, etc. Alors avant d'aller plus loin, mon cher Michel, pourriez-vous quand même, à destination d'un nombre non négligeable, j'imagine, d'auditeurs, vous présenter plus amplement donc à la fois votre arrière-plan personnel pour peu qu'il soit signifiant et aussi surtout quelles ont été vos initiatives déjà depuis quelques années. Vous êtes un essayiste qui avait notamment déjà écrit pas mal d'ouvrages conséquents. Alors j'ai écrit depuis une dizaine d'années un certain nombre d'ouvrages qui cherchent à créer une réflexion transversale. Je suis à la base gestionnaire de formation, diplômé d'école de commerce. Mes ouvrages essayent de construire une réflexion transversale autour de l'économie, de la sociologie et de la géopolitique. Si on prend les 2 derniers, donc il y a un ouvrage qui s'appelle Triangulation qui est sorti en 2015. Si oui, pour lequel je l'ai reçu d'ailleurs. Voilà, ici pour même. lequel vous m'aviez reçu. Et qui essayait de trianguler la situation de la France justement en fonction de 3 grilles de lecture, politique intérieure, géopolitique et économie. Et là, je reviens avec un nouvel ouvrage qui est consacré pas tellement à la personne d'Emmanuel Macron, mais à ce qu'elle représente dans l'histoire politique de la France, si on essaye de la mettre en perspective sur le plan économique, sociologique et géopolitique. D'accord. Alors, je me permets de préciser également que vous êtes cofondateur du site Scriptoblog, qui a marqué donc un peu les esprits il y a quelques années. Je me souviens aussi d'ouvrages que vous aviez publiés à cette époque-là, qui étaient disponibles d'un premier temps en PDF et ensuite aux éditions Le Retour aux sources, dont vous êtes un cofondateur, et que vous développez également vos réflexions à travers de copieuses et souvent très pertinentes fiches de lecture sur YouTube. Vous avez une chaîne YouTube, donc vous êtes aussi un lecteur compulsif comme moi, et donc vous avez, très régulièrement vous nous faites profiter en tout cas de vos analyses qui sont toujours en tout cas stimulantes dans les thèses et en tout cas les appréciations qui sont les vôtres au terme de ces lectures, donc d'ouvrages qui, comme vous le précisez, relèvent de plusieurs disciplines. Je crois qu'il est important aujourd'hui d'avoir une démarche transdisciplinaire qui nous offre le maximum d'éclairage possible pour des situations souvent complexes d'ailleurs. Alors, Macron, c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses, on a écrit beaucoup de choses sur celui qui est plus ou moins un ovni de la politique. Enfin, on dit il y a quand même certaines limites, vous allez sûrement les cerner.
Pourquoi cet ouvrage à l'origine, d'une certaine manière? Bon, c'est vrai que vous abordez à la fois cet ouvrage divise un peu. Il y a une partie analytique, puis il y a surtout une partie de prospective, qui est un exercice un peu périlleux aussi, un peu risqué. Surtout que là, déjà, l'ouvrage a été écrit, je pense, il y a plusieurs mois. Que notre monde bouge, il bouge très vite souvent, et certains événements peuvent venir confirmer ou infirmer certaines hypothèses. Donc c'est quand même un exercice risqué, bien que stimulant. Au même titre d'ailleurs que l'Uchronie, comme le rappelait feu Dominique Vénère, c'est toujours un exercice de gymnastique intellectuelle qui nous permet de mettre en avant des possibles. Des possibles avec les variables qui les constituent. Alors, en fait, l'origine de l'ouvrage, c'est que je crois que, pour l'instant, si vous voulez, on ne cerne pas bien ce que représente Macron, parce que c'est un excellent communicant, que les gens qui l'entourent sont techniquement compétents, et qu'il sait très bien mettre en scène une action qui, à ce stade, en tout cas pour ce qu'on peut en voir, ne concerne que des enjeux secondaire, périphérique de son mandat et de la politique qu'il suivra. Donc l'objectif de l'ouvrage, c'est simplement, en rappelant le contexte et en essayant de projeter en dynamique le système à l'intérieur duquel s'insère Emmanuel Macron et les milieux dont il est le mandant, d'essayer de comprendre où sont les véritables enjeux, parce que si on veut vraiment voir Macron, si on veut, dans les années qui viennent, voir réellement ce qu'il fait, il faut comprendre où sont les véritables enjeux. Les enjeux ne sont pas sur des points de détail, comme je vais un peu baisser la CSG, supprimer la taxe d'habitation, à moins que finalement je ne supprime pas tout à fait la taxe d'habitation, et que finalement je remonte un peu la CSG, enfin on verra. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux, c'est de la communication en réalité. Les enjeux ne se situent pas non plus dans des déclarations d'ordre général, du type « je n'approuve pas ce qui s'est fait en Libye ». Bon, c'est bien. Oui, c'est récent, ça. C'est récent, une erreur grave, a-t-il dit, en Tunisie. Ou en Tunisie, je ne sais plus exactement ce qu'il a dit, mais enfin, tout ça, c'est des paroles verbales. C'est bien, je veux dire, c'est un bon communicant, il a bien compris qu'il fallait prendre le contre-pied, en tout cas en termes de communication, de ce qui avait été fait sous François Hollande dans beaucoup de domaines. Mais c'est pas ça les vrais enjeux. Et le livre est écrit pour mettre le lecteur dans la posture qui permet de détecter les vrais enjeux. D'accord. Dans la petite introduction là, que vous avez dirigée pour le livre, vous mettez en avant un concept que vous avez tiré des sciences physiques, je crois, le concept de disruption. Oui. Pouvez-vous éventuellement revenir dessus, parce que j'imagine que si vous l'employez, c'est qu'il a un sens. Une pertinence. Alors, en général, quand on emploie un concept, c'est qu'on pense qu'il a un sens. Le concept est à la mode. Alors, c'est toujours intéressant quand un terme vient à la mode, parce qu'il doit y avoir une raison pour qu'il vienne à la mode. C'est-à-dire à la mode, vous l'avez lu, enfin, moi ça me dit il est à la mode chez les auteurs, si vous voulez, qui essayent d'actualiser les techniques de management dans les entreprises. D'accord. On parle de plus en plus de management disruptif. D'accord. Qu'est-ce que c'est la disruption ? En gros, si vous voulez, c'est quand il se produit quelque chose dans un système qui n'était pas prévisible au regard des signaux que l'on pouvait préalablement recueillir. Lorsqu'un système est non linéaire, lorsqu'un système est chaotique, on va avoir une situation où vous pouvez avoir comme ça des disruptions qui se produisent. C'est-à-dire, il n'y avait pas de tendance préalable qui annonçait cet événement, et puis cet événement se produit. Vous pouvez donner un exemple précis d'un événement qui pourrait entrer dans ce cadre, qui vous viendrait à l'esprit comme ça, pour nos auditeurs? Oui, par exemple, une image qu'on emploie souvent pour décrire les systèmes chaotiques, si vous voulez, c'est une roue qui tourne parce qu'on verse de l'eau dans des... Comme une roue à aube. Une roue à aube, voilà. Oui, tout à fait, oui. Et en fonction de la vitesse à laquelle on fait tomber l'eau sur la roue, elle peut accélérer ou ralentir, elle peut même s'arrêter, et c'est très difficile à prévoir à l'avance. Voilà, c'est un exemple c'est celui qui me vient en tête. J'avais pas pensé avant un exemple. Un autre exemple, c'est les tremblements de terre d'ailleurs.
Un tremblement de terre, en général, arrive par surprise. C'est un événement disruptif par nature. Voilà. Ça, c'est dans les sciences physiques. Alors, comment on l'utilise dans le management ? On utilise la disruption, si vous voulez, pour mettre sous tension une organisation. C'est-à-dire qu'un management disruptif, c'est un management où on va entretenir un stress à l'intérieur de l'organisation qui va amener l'organisation sous tension. C'est presque un autre nom pour la stratégie de l'attention. C'est un peu un autre nom. C'est une forme de stratégie de l'attention à très faible intensité qui est aujourd'hui pratiquée dans les entreprises. On parle aussi de management darwinien quelquefois, ça dit bien ce que ça veut dire. Et de cette façon, on va garder le personnel au maximum de disponibilité, de réactivité possible en quelque sorte, sans avoir besoin de faire quelque chose, simplement parce qu'on va l'entretenir en permanence dans l'incertitude sur ce qui va se passer l'instant d'après. Ça m'avait pensé à une thèse qui avait mise en avant quelqu'un qui est déjà venu dans ce studio et donc j'ai souvent loué les ouvrages et que vous connaissez très certainement, c'est Eric Werner, donc le pédagogue suisse qui dans son ouvrage Avant-guerre civile, qui a été réédité il y a quelques années donc par Xenia, par les efforts de Slobodan Despot, donc disait que justement la peur diffuse, entretenue ou que les autorités laissent manifester dans le corps social participe aussi d'un élément de pouvoir, tout simplement. C'est une manière d'exercer un pouvoir en entretenant la population, à la fois un sentiment diffus de peur et d'impuissance face notamment à l'insécurité croissante, etc., jusqu'à un certain niveau. Ça peut rejoindre un peu, on est aussi dans une logique disruptive, j'imagine. C'est ça. Concrètement, c'est ça, tout à fait. Ouais. C'est à la mode, ça se fait dans les entreprises. Macron vient du monde de l'entreprise, il y a beaucoup de gens autour de lui qui viennent de ce monde-là, et d'une certaine façon, Macron est en lien avec cette tendance. Il est au moins en lien de deux façons, je crois. D'abord, dans la façon même dont il pilote son équipe, dont il pilote en réalité le gouvernement, l'Élysée, et puis surtout la technostructure, c'est un management darwinien. C'est un management disruptif, c'est très clair, déjà ça se voit. Et d'autre part, son élection en elle-même a constitué à la fois une disruption et une victoire liée à une capacité à offrir un remède apparent à la disruption. Pourriez-vous détailler, même ce sont des faits qui sont plus ou moins connus quand même, mais destination de nos... Déjà, ça a été disruptif parce que personne ne s'attendait à ce que ça se passe comme ça. Il y a eu un blitzkrieg, on va dire... judiciaro-médiatique qui a été conduit contre François Fillon. Ensuite, ça a été disruptif parce que ça a beaucoup joué sur l'angoisse de disruption liée à l'implosion presque simultanée donc des Républicains qui apparaissaient a priori comme l'alternance et qui ont implosé. Oui, c'était à peu près ce qui aurait pu être prévisible dans un schéma normal, quoi. Ouais. Et au fait que le Parti socialiste implosait, mais ça, on le savait avant l'élection. Et donc, dans ce vide qui était créateur d'angoisse et on ne savait pas ce qui pouvait surgir, il est clair qu'un Emmanuel Macron surgissant pour apporter une offre finalement de continuité rassurante était tout à fait dans la posture du manager disruptif, c'est-à-dire du manager qui a créé la disruption puis qui vient la résoudre pour s'imposer auprès de son équipe. Un pompier pyromane, quelque sorte, au pyromane pompier. C'est ça de manière. Un petit peu ça. Alors, c'est pas Emmanuel Macron lui-même tout seul. Quand je dis Emmanuel Macron, je veux parler d'Emmanuel Macron, mais surtout de l'ensemble des milieux qui sont derrière lui. Parce que lui a participé de cette dynamique, si je puis dire. Ouais. Il a quand même été au gouvernement, entre autres. Il a des postes aussi. Il participe à cette dynamique, mais si vous voulez, je pense que c'est plus la figure de proue que le capitaine du bateau. D'ailleurs, figure de proue, capitaine du bateau. Ça n'apparaît pas trop dans votre ouvrage, mais est-ce que vous êtes penché un peu sur sa psychologie ? Et quel pourrait être éventuellement le rôle que joue cette psychologie et la marge de manœuvre qui pourrait être la sienne, si marge de manœuvre il y a, bien que ce soit des choses difficiles à apprécier, de cette manière. On a écrit beaucoup d'ouvrages là-dessus. Moi, j'en ai feuilleté un il n'y a pas longtemps, je ne sais plus, le nom de l'auteur m'échappe, je crois que les journalistes au Figaro. Mais c'est vrai qu'on a écrit beaucoup sur ce surdoué, etc., sur cette... en bien ou en mal, mais dans quelle mesure sa personnalité peut jouer un rôle jusqu'à
quel point, tout en sachant, et on va y revenir, qu'il est la figure de proue aussi d'autres personnes, d'autres intérêts, d'autres lobbies, etc., enfin, d'autres groupes d'influence, etc. Écoutez... Est-ce que vous êtes penché un peu sur son cas personnel Oui, un petit peu, mais... Selon vous, quelle est votre appréciation là-dessus? C'est assez particulier quand même. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a épousé une femme qui a 24 ans de plus que lui. Alors... il a le droit, c'est pas choquant, il fait ce qu'il veut. Heureusement, on est en France et ça ne nous regarde absolument pas. Mais est forcé de constater que c'est quand même assez particulier. C'est aussi quelqu'un qui a de temps en temps des sautes d'humeur assez marquées. C'est quand même quelqu'un qui s'est fait remarquer pendant la campagne électorale en hurlant littéralement, n'est-ce pas, son fameux discours « parce que c'est notre projet », où il était hystérique, objectivement. C'est quelqu'un quand même qui a engueulé publiquement le chef d'état-major des armées, ce qui n'est pas banal. C'est une psychologie particulière, Emmanuel Macron. Est-ce que ça peut jouer un rôle ou pas ? C'est difficile à dire. Est-ce que certains peuvent en tout cas essayer d'en jouer? Certains peuvent, c'est de bonne guerre. Certains peuvent en jouer. Je pense en fait que... Écoutez, je vais vous dire. Récemment, vous savez que Oliver Stone a publié un livre d'entretien avec Vladimir Poutine. Et justement, il y a une partie non négligeable du livre qui est consacrée à la question de savoir quelle est la marge de manœuvre des dirigeants aujourd'hui. Et alors, ce que dit Poutine, en tout cas à Stone, est-ce que Poutine dit la vérité? Ça, c'est un autre problème. Mais il lui dit, en gros, dans la réalité, cette marge de manœuvre est assez faible. Parce que il y a une structure, il y a une machine qui existe, sans laquelle, de toute façon, on ne peut pas faire fonctionner une grande puissance. De facto, le chef de l'État, fût-il aussi puissant que Vladimir Poutine en Russie... Oui, mais je pense qu'il doit parler aussi sûrement pour lui. Il parle pour lui, mais il parle aussi... Pas que pour lui, mais lui aussi est confronté à cette réalité. En l'occurrence, il parlait surtout pour Donald Trump. Oui, bien sûr. Dans ce passage. Ouais. Et il disait, en gros, oui, ça peut quand même jouer un rôle, la personnalité du chef de l'État. Mais enfin, il ne faut pas se leurrer, dans la mesure où, si le chef de l'État voit se dresser contre lui l'énorme machinerie dont il a besoin pour faire fonctionner son gouvernement, il ne peut rien faire. C'est pas vraiment lui, d'une certaine façon, qui a le pouvoir, parce que la machine est plus forte que lui. Ce que certains ont qualifié d'état profond, peut-être, non? L'état profond. Est-ce que ça rejoint plus ou moins cette réalité? Alors, oui, Poutine parle en l'occurrence... Oui, je ne parle pas pour Poutine, mais bon... Alors, en l'occurrence, quand Poutine parle de Trump, il parle surtout de la technostructure, la communauté du renseignement des États-Unis, le Pentagone, et sans doute, même si c'est moins net dans son discours, l'ensemble complexe formé par les milieux d'affaires. Bon. Qui s'interpénètrent souvent, voilà. Qui s'interpénètrent, etc. Bon. Et je pense que Poutine, en l'occurrence, ne parlait pas du cas de Macron, mais je pense que tous ces très grands systèmes fédérateurs humains aujourd'hui fonctionnent quand même un petit peu de la même façon. D'ailleurs, la distinction entre les soi-disant régimes autoritaires et les soi-disant démocraties, pour reprendre la terminologie propagandiste utilisée... On parle de démocratie illibérale maintenant, ou démocrature, enfin bon, voilà. Le système aussi. La distinction commence à être assez difficile à faire en pratique. Nous ne sommes pas dupes depuis longtemps, nous, en tout cas, voilà. Après, tout ça fonctionne un petit peu de la même façon. Et je crois effectivement que dans des systèmes comme ça, la personnalité du chef de l'État ne joue pas forcément un rôle essentiel. Par contre, c'est vrai, vous avez raison, elle peut être utilisée. C'est-à-dire que ce qui est un peu inquiétant avec Macron, c'est qu'on se dit qu'un gars comme ça, qui a quand même quelque chose d'un peu instable... on a l'impression que c'est une sorte d'enfant gâté, doué, qui est habitué à ce qu'on l'encense et qui a du mal à supporter toute forme de contradiction ou d'événements qui viennent justement constituer le grain de sable dans des actions qu'il a entreprises et dont il attendait une certaine issue. Enfin, en gros, je dirais une impression un peu à chaud, de surface, mais c'est ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent de cette manière. C'est ce qu'on ressent. Et c'est sûr que dans certains contextes, il y a un risque. Il y a un risque que ce soit utilisé par une fraction de la technostructure. D'accord.
Alors, vous, cher Michel, vous parlez un peu quand même, vous évoquez certains aspects donc du commencement du quinquennat d'Emmanuel Macron, que ce soit sur le plan intérieur et sur le plan extérieur. Bon, tout à l'heure, vous avez bien mis en avant qu'il y a énormément de communication, bien sûr, dans ce qui est fait. Vous pouvez quand même reprendre quelques points saillants qui pourraient être intéressants, avec le petit recul que nous avons, et justement, en introduction, pas après au scénario que vous avez envisagé, qu'est-ce qu'on peut retenir à ce jour de ce qui a été fait depuis qu'il est arrivé au pouvoir? Alors, je pense que on peut commencer par l'économie. Sur ce plan-là, il n'y a pas de surprise. En fait, Emmanuel Macron va probablement bénéficier, sauf mauvaise surprise toujours possible, mais il va probablement bénéficier d'1 ou 2 ans, peut-être 3, de relative tranquillité, parce que nous sommes dans une phase de croissance du cycle décennal à peu près de l'économie globale. C'est-à-dire que la prochaine récession devrait se produire probablement 2019 ou 2020. Bon, elle peut évidemment arriver à l'improviste d'un seul coup parce que la structure d'ensemble est extrêmement fragile à l'échelle globale. Mais s'il n'y a pas d'accident en cours de route, si vous voulez, la prochaine récession, c'est plutôt pour la deuxième moitié du mandat d'Emmanuel Macron. Là, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est que la technostructure qui accompagne Macron, et qui est évidemment en lien avec les milieux d'affaires, prépare le terrain pour la gestion de cette récession, prépare la montée en puissance des outils, on va dire, de matraquage fiscal qui vont être nécessaires pour faire encore descendre d'un cran la classe moyenne, parce que c'est à peu près inévitable, en fait, à partir du moment où on a un pouvoir qui reste dans la logique libre-échangiste globale, il n'y a pas d'autre solution que d'établir progressivement une société à 2 vitesses. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une société française qui a encore une grande classe moyenne ayant un pouvoir d'achat important. Pour combien de temps? Voilà. C'est vrai que nous, on disait que cette classe moyenne avait cette habitude d'épargner. Mais bon, une épargne qui risque de fondre comme neige au soleil avec le matraquage fiscal, le blitzkrieg fiscal, on peut parler, qui est en cours. Le fiscal qui commence et qui risque de prendre de l'ampleur. Bon. Mais ça, il faut bien comprendre que c'est inévitable. C'est-à-dire qu'il y a un moment aussi, il faut dire les choses clairement. Tant qu'on vivra en France dans l'illusion qu'on peut tirer les bénéfices, en quelque sorte, de la mondialisation qui nous permettent d'acheter sur Amazon ou sur d'autres sites ou sur Alibaba des choses qui ont été fabriquées à l'autre bout du monde, quoi. À l'autre bout du monde et par des gens payés avec des salaires très bas, et en même temps garder, le modèle social qui est hérité des 30 Glorieuses, ça n'existe pas. Je veux dire, à un moment, il faut bien comprendre que là, ce qui est en train de se passer à ce niveau-là, ça n'est pas parce que M. Macron serait un méchant homme et qu'il serait entouré de méchants hommes, c'est parce qu'à un certain moment, quand vous avez tiré le vin, il faut le boire. Bon. C'est comme ça. Bon, c'était assez inévitable. Et sur ce plan-là, ça va être douloureux pour la classe moyenne, drôle d'une certaine façon, Macron a été élu en grande partie grâce à la classe moyenne. C'est-à-dire que ce qui est amusant, c'est qu'il va devoir matraquer en partie ses propres électeurs. Ça, c'est très drôle. Est-ce qu'il sera en mesure déjà vraiment de réaliser ce qui lui arrive? Bon, on sait très bien souvent comment ça se passe. Hein. En général, quand les gens arrivent à la fin du mois et qu'ils s'aperçoivent qu'il y a moins d'argent dans la caisse, là ils s'aperçoivent. Bon, enfin, peu importe. Donc là-dessus, pour l'instant, il n'y a pas tellement de surprises. En politique internationale, c'est difficile de porter un jugement parce que pour l'instant, Emmanuel Macron n'a pas été mis au pied du mur. Il n'a pas eu de décision majeure à prendre. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que la politique étrangère française à ce stade, avec Macron, a cessé d'être délirante. C'est-à-dire que on n'est plus à l'époque où on avait un Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, qui donnait l'impression de vouloir déclencher la Troisième Guerre mondiale tous les matins. Oui, l'affaire syrienne. Voilà. Donc, ça, c'est bien, mais ça ne veut pas dire grand-chose à part simplement le fait que c'est techniquement mieux géré. Il faut voir après ce qui va se passer le jour où, concrètement, il y aura une décision importante à prendre. Pour l'instant, il n'y en a pas eu. Là, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'effets d'annonce. Il y a aussi le fait qu'il porte pas trop mal à l'international. Je veux dire, c'est pas difficile après. Voilà, l'UNUS
notre chamallow de Corrèze, mais c'est vrai que bon, on peut penser notamment à la réception de Vladimir Poutine à Versailles ou des choses comme ça. Puis on voit aussi quel est le relais qui est fait par la presse internationale. Encore que je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a 2-3 jours, il y a eu un éditorial du New York Times écrit par un universitaire britannique qui n'a pas été très gentil avec Macron, au contraire, qui a été assez cruel. Et je ne l'ai pas là, d'ailleurs, c'est dommage. Qui dit New York Times dit lien avec des milieux qui ne sont pas très favorables à l'accord sur le nucléaire iranien. Et pour des raisons que je ne comprends pas d'ailleurs, qui m'étonnent un peu, mais je m'en félicite, j'en suis content. Il semble à ce stade que la position prise par Macron là-dessus soit plutôt favorable à la défense de cet accord. Alors, est-ce que c'est une posture tactique? Est-ce qu'il y a une sorte de répartition des rôles entre les États-Unis et la France? C'est possible. Est-ce que ça vient aussi du fait que les intérêts bien compris du capitalisme européen, au moment où les Américains, parce qu'ils ont besoin en interne de la stabilité apportée par le lobby pro-Israël, risquent de se couper du marché iranien, le capitalisme européen peut avoir une carte à jouer sur un marché qui est intéressant. Oui, c'est un marché énorme. Ça, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, on voit que Macron a pris des positions là-dessus qui sont bien différentes de celles de Trump. On l'a vu aussi dans le Golfe, notamment ça a tourné dans le Golfe, vis-à-vis de la Syrie aussi. Il a fini par se rendre au fait que Assad est incontournable dans un règlement, d'une certaine manière. En tout cas, on a l'impression qu'il y a une sorte d'apaisement au niveau des déclarations, en tout cas. Oui. Après, comme vous le cachez pas dans votre livre, il y a la réalité aussi du Quai d'Orsay, aussi des manœuvres qui ne sont pas d'ordre public, des diplomaties un peu cachées, qui peut être aussi à l'œuvre, et avec les inconnus que ça suppose. En fait, il n'est pas exclu, si vous voulez, que Emmanuel Macron représente quand même à un moment la reprise de contrôle de la politique étrangère de la France, alors non pas dans une perspective gaullienne, mais compte tenu des intérêts bien compris du capitalisme français. Alors, certains vous diront qu'en fait, aujourd'hui en France, il n'y a plus d'État profond, et que, en pratique, l'appareil d'État est largement infiltré et mis sous contrôle par des réseaux divers, essentiellement néoconservateurs. Mais j'en suis pas si sûr que ça. Il reste des intérêts objectifs qui peuvent avoir de bonnes raisons, si vous voulez, de dire, si les États-Unis font le choix de l'axe en cours de constitution Riyad-Tel Aviv, ça ouvre un espace pour aller vers des solutions intéressantes avec l'Iran, avec la Turquie éventuellement. Et surtout avec les retombées économiques, énergétiques qui pourraient s'en suivre. En pratique, vous savez, la grande politique aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de puissances dans le monde qui peuvent en faire, s'il y en a encore d'ailleurs, j'en suis pas sûr. Peut-être les Américains, les Russes et les Chinois et encore. Et en pratique, il s'agit surtout de contrats et d'argent. Voilà, on voit se produire quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Mais encore une fois, il est trop tôt pour être formel, parce que là, pour l'instant, il peut aussi s'agir simplement, vous savez, de gérer les choses habilement, c'est tout. Macron est habile. Quand il a vu que l'Arabie Saoudite était en difficulté à propos de ses exploits au Yémen, il a été très malin parce que il a vu qu'il y avait une proposition de résolution à l'ONU qui était poussée, je crois, par le Canada. Le Canada qui a en ce moment des relations un peu compliquées avec les États-Unis. Et il a... Pensez à l'Arctique notamment ? Je pense à l'Arctique et puis je pense aussi aux travaux, à la révision des accords de libre-échange. Puis il y a aussi deux personnalités très dissemblables, entre le Trudeau, notre coqueluche de la bobocratie internationale, et puis et Donald Trump. Voilà. C'est difficilement faire plus dissemblable, effectivement. Enfin bref. Toujours est-il que, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a proposé une résolution poussée par la France qui a coupé l'herbe sous le pied au travail qui était fait manifestement par certains, dont semble-t-il les Canadiens, c'est à vérifier parce qu'on ne sait jamais qui en réalité est derrière quoi dans cette histoire, pour aller un petit peu embêter les Saoudiens.
Et officiellement, cette résolution est équilibrée, mais en réalité, elle permettait d'empêcher tout ce qui pouvait vraiment déranger les Saoudiens. Donc, vous voyez, il sait très bien jouer les deux en même temps. Je ne sais pas si c'est lui ou plutôt ses conseillers. En tout cas, manifestement, on a des gens qui sont beaucoup plus techniquement compétents que leurs prédécesseurs et qui ont compris que dans le monde d'aujourd'hui, on passait son temps à faire des guerres entre alliés et à passer des accords entre ennemis. Donc on est un peu sorti de l'imbécilité du côté Yahoo complètement délirant de l'époque qu'on a connue il y a quelques années. D'ailleurs, je vous prends au vol, Michel, là, on vient d'évoquer l'Arabie Saoudite. Que vous inspire le nouveau dirigeant de l'Arabie Saoudite et en fin de compte la ligne qu'il est désireux de mettre en place? Je crois que l'Arabie Saoudite nous a pas mal raconté de carabistouilles sur l'état réel de ses réserves de pétrole. Je pense qu'on va passer de l'époque de l'or noir à l'époque de l'or bleu, et que les Saoudiens avaient beaucoup d'or noir, mais qu'ils n'ont pas beaucoup d'or bleu. C'est-à-dire ils avaient beaucoup de pétrole, mais ils n'ont pas énormément de gaz. Le gaz n'est pas tellement chez eux. Je pense que dans ces conditions, on se retrouve avec un pays qui, je crois, compte 30 ou 40 millions d'habitants, je ne sais plus exactement. Pratiquement, il n'y a presque personne à part les immigrés qui travaillent là-bas. La notion de travail est à peu près étrangère à l'essentiel de la population saoudienne, dans la réalité. Il va falloir mettre tous ces gens-là au travail. Il va falloir construire une économie qui soit autre chose que je pompe mon pétrole et j'encaisse les royalties. De pure rente énergétique, quoi. Voilà. Donc il y a beaucoup de projets. Est-ce que ces projets pourront déboucher? Ça, l'avenir le dira. Oui, on l'a vu, des écovilles. Je crois que c'est en Arabie Saoudite ou des Émirats, je ne sais plus, peut-être que je confonds là. Une écoville, une écocité. Ce qui est très emblématique, c'est que par exemple, Aramco voudrait fabriquer sur place les pétroliers qu'elle utilise, c'est-à-dire qu'au lieu... Aramco, rappelons pour nos auditeurs que c'est la compagnie donc américano-saoudienne d'exploitation du pétrole, la compagnie historique presque. Voilà, je dirais, depuis. C'est ça. Et donc, je crois que c'est ça qu'il veut faire, et que à un certain moment, tout simplement, je pense que ce qui a dû se passer, c'est que au moment de l'élection de Donald Trump, je pense que les émirs saoudiens ont dû avoir une grosse sueur froide, parce que Trump, qui est un type alors qu'il y a un avantage extraordinaire, au moins avec lui on perd pas de temps. Mais lui c'est par le tweet, ça tweet, mais puis alors c'est direct. Avec Obama c'était toujours filandreux, enrobé, les blablabla, les droits de l'homme, la démocratie, blablabla. Avec Trump c'est beaucoup plus simple. Il dit, écoutez, l'Arabie Saoudite, il y a rien à leur prendre à part de l'argent, et ben moi je vais leur prendre. Il l'a dit comme ça pendant la campagne. Je ne plaisante pas. Il a dit ces gens-là ils ont quoi? De l'argent et du pétrole, et ben on va leur prendre. Bon. Donc je pense que les émirs saoudiens ont dû se dire il y a deux solutions, ou on deal avec les Américains et ils nous prendront l'argent mais ils nous laisseront sur place sans nous massacrer, ou on deal pas et ils vont mettre quelqu'un d'autre à notre place. Donc ils ont dealé. Donc on a des contrats d'armement absolument gigantesques qui ont été conclus. Ça se chiffre en centaines de milliards de dollars, donc ça va ramener de l'emploi aux États-Unis. Voilà, ça fait tourner les usines et les chaînes de montage. Trump est carrément revenu aux États-Unis en disant j'ai vendu pour je sais plus 300 ou 400 milliards de dollars d'armement sur je sais plus combien d'années aux Saoudiens. Jobs for all, quoi, carrément. Avec lui, au moins, du boulot pour tout le monde. Avec lui, au moins, c'est simple. On a un complexe militaro-industriel et on va l'utiliser. Ça va nous donner du travail et en même temps, on va pouvoir faire la guerre et garder le pétrole pour nous. Au moins, il y a une certaine franchise assez drôle chez Trump. De franchise d'ailleurs qui sidère apparemment l'appareil d'État américain. C'est-à-dire que moi, ça me fait mourir de rire. Quand Trump a eu son inauguration, par exemple, on lui a dit, il y a des rumeurs qui sont lancées entre autres par le New York Times, disant que vous êtes en froid avec la CIA, ça serait pas mal d'aller faire un discours à l'anglais juste après votre inauguration pour montrer que ça vient que la CIA. Donc il y va, c'est public, et en un quart d'heure de discours devant les plus hauts cadres de la CIA sidérés, je m'en souviens, sidérés, il balance tout.
tout. Oui, nous sommes dans une politique impérialiste et c'est bien, et on va continuer. Il n'a pas osé dire on va taper sur les têtes à turban pour qu'ils crachent du pognon, mais c'était l'esprit général, quoi. C'est génial. Et il ne parlait pas encore de pays de merde, mais bon, il le pensait, quoi, depuis longtemps, quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai que pour ça, donc, Mohamed Ben Salman, tout simplement, c'est un type qui s'est dit à un moment, j'ai pas tellement de choix, il va falloir que je travaille avec ces gens-là. Et je pense qu'il y a eu un deal du genre, d'accord, oui. Écoute, tu vas être notre homme, on va te permettre d'être le nouveau roi en pratique d'Arabie Saoudite. Ce qu'il ne devait pas être au départ, parce que pour des histoires de ligne successorale, c'était... Oui, c'est assez complexe, on s'y perd. C'est très compliqué leur système. Ils sont forts, les... Mais donc, voilà, tu vas être le nouveau roi, on va te permettre d'essayer d'éviter la catastrophe absolue dans ton pays, et en échange, tu vas nous acheter, alors, je ne sais plus combien de centaines de milliards de dollars d'armement, qui sera peut-être utilisé, peut-être pas. De toute façon, je suis absolument convaincu que si jamais demain, pour une raison quelconque, il apparaît qu'il y a plus d'argent à se faire avec les Iraniens qu'avec les Saoudiens, en tout cas, s'il s'agit que de Donald Trump, lui, c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires, comme on dit. On a fait affaire à la barre, quoi. Il dirige aux manettes. Comme un chef d'entreprise d'aujourd'hui, avec un horizon de prévisibilité très faible, lié au fait qu'il est dans un environnement très instable. Il calcule ses valeurs actuelles. Qu'il connaît mal en plus, je pense. Il connaît très mal, quoi. Il connaît très mal en plus. Enfin, je veux dire, c'est... les cultures géopolitiques et historiques, flagrantes, quoi, de certaine manière. C'est le premier, enfin, si j'en crois ses détracteurs, après, j'ai pas été vérifié, mais si j'en crois ses détracteurs, c'est le premier président, alors, je suis désolé, j'ai employé un anglicisme. Oh, c'est pas le premier. Mais c'est pour Trump. Allez-y. C'est le premier, je prends sur moi. C'est le premier président too much TV, quoi. C'est le premier président qui est presque, je vais pas dire illettré, faut pas exagérer, mais qui ne lit quasiment pas et qui a fait sa culture et sa vision du monde à travers les images, à travers la télévision. Donc, il dirige les choses comme ça. Sans parler après, sur le plan plus psychologique, de son côté éruptif, c'est un sociopathe chaud. Voilà. Les élections aux États-Unis il y a 2 ans, c'était rigolo, puisque en fait, les Américains avaient le choix entre une sociopathe froide et un sociopathe chaud. Ouais. Et ils ont eu raison, ils ont été sympas pour le reste de la planète, ils ont pris le sociopathe chaud, c'est beaucoup moins dangereux. Avec l'autre, c'était mal barré. Oui, il vaut beaucoup mieux avoir des sociopathes désorganisés qu'à des sociopathes organisés. Voilà, en plus qui était très bien entouré, entre guillemets, bien sûr, 3 paires de guillemets. Ouais. Alors justement, tiens, pour terminer, un petit point qui me vient à l'esprit, j'ai lu récemment une analyse que, on prévoyait que, dans un avenir très, très proche, parce qu'on parle de l'Arabie Saoudite et de ses ressources pétrolières, mais les États-Unis puissent devenir un des premiers producteurs d'or noir et aussi de gaz de la planète, avec bien sûr donc les gisements de schiste, et être tentés de se passer en quelque sorte de leurs amis du Golfe, et en fait compte peut-être de moins s'impliquer sur le terrain, encore que ils ont quand même semé des graines de chaos qui vont donner leur triste récolte de cette manière, ils n'ont pas fini de la donner. Qu'est-ce que vous pensez de ces tendances qui ont été mises en avant? En tout cas, je l'ai vu dans des articles très sérieux, je ne sais plus si c'était alors il y a énormément d'intox dans tous les sens concernant la question énergétique. Donc c'est très très difficile d'avoir une opinion définitive. En tout cas, là, ils redeviennent producteurs, ils produisent une bonne partie de leur pétrole qu'ils vont stocker, bien sûr. Les États-Unis seraient sur le point de monter, effectivement, au-dessus de 10 millions de barils par jour, je crois. Ce qui va les placer devant l'Arabie Saoudite, à brève échéance. C'est l'effet, effectivement, des différentes nouvelles technologies extractives. Il y a le schiste, mais enfin, il y en a d'autres aussi. Est-ce que c'est viable économiquement? Sur le court terme, oui, certainement. Sur le moyen terme, probablement. Sur le long terme, probablement pas. C'est-à-dire que ces histoires de schiste, c'est difficile, encore une fois, d'être conclusif, parce que il y a énormément d'intox, mais on peut penser que, en gros, c'est non pas une bulle d'oxygène, si j'ose dire, mais une bulle de pétrole pour l'économie américaine sur 1 ou 2 décennies. Ça ne résout probablement pas la question de long terme sur la transition énergétique. En revanche, effectivement,
ça change la donne en ce sens que les États-Unis pourraient se passer du pétrole du Proche et du Moyen-Orient. Ils pourront s'en passer d'ailleurs encore plus si, comme on peut le penser, ils arrivent à renverser Maduro au Venezuela et qu'en fait ils mettent de facto les ressources du Venezuela sous contrôle. Il faut dire que celui-ci les aide pas mal aussi. C'est particulier le Venezuela, je suis bien d'accord. C'est le premier État socialo-mafieux de la planète. Donc, mais en attendant, ça va leur résoudre un certain nombre de problèmes. Cela dit, je pense que s'ils veulent agir au Proche et Moyen-Orient, ça n'a jamais été parce qu'ils avaient besoin du pétrole. C'est parce qu'ils ne voulaient pas que les Chinois y aient accès, et surtout, ils ne voulaient pas que les Chinois puissent y avoir accès sans eux. Et puis avant, surtout dans les décennies 80-90, c'était aussi l'émergence d'un acteur régional de poids qui aurait été capable de mettre en place soit un outil militaire conséquent, je pense à l'Iran du Shah, renversé en 79, avec aujourd'hui nous le savons, donc la volonté des Américains, de l'administration Carter de l'époque, et ensuite l'Irak bien sûr de Saddam Hussein qui menaçait de mettre en place un État viable et surtout peut-être pas industrialisé, mais en tout cas avec une puissance économique et militaire de poids. Il y a aussi cette réalité qui s'ajoute à celle que vous décrivez. Alors je pense que ça c'est surtout parce que les États-Unis ont quand même un lobby pro-Israël qui est très structurant. Et il est clair que les Israéliens ne veulent pas d'un concurrent dans la région. Donc les Américains, qui sont amenés de facto à suivre les Israéliens, parce que les Israéliens sont en position d'arbitre à l'intérieur de la politique intérieure des États-Unis via le lobby pro-Israël. Enfin, c'est mon analyse, peut-être je me trompe, c'est compliqué de mesurer les rapports de force entre les réseaux d'influence, c'est mon opinion. Donc les Américains, à ce moment-là, ont un intérêt en quelque sorte à empêcher l'émergence d'une puissance régionale là-bas. Cela dit, je pense que la clé, c'est essentiellement que les Américains ne veulent pas que les Chinois aient accès à cette région du monde, oui, ce que j'allais venir, sans que les Américains, en quelque sorte, soient en mesure à tout moment de couper cet accès. Parce que qu'est-ce qui fait que pour l'instant la dédollarisation de la Chine va relativement lentement? Elle a commencé. Par exemple, maintenant la Chine et la Russie commercent en yuan. Moscou accepte les yuan en paiement du gaz russe, qui commence à arriver en Chine. La Russie a donc récemment doublé l'Arabie Saoudite comme exportateur d'énergie vers la Chine. Donc la Chine, à travers les accords qu'elle a conclus avec la Russie, commence à sortir du dollar. Mais cela dit, la Chine a encore besoin, et on aura encore besoin pour longtemps, des ressources énergétiques de cette partie du monde. Pour l'instant, les Américains peuvent à tout moment couper l'accès à ces ressources parce qu'ils sont présents sur place, ils ont des bases militaires, ils ont des clients, ils ont une très grande capacité, passez-moi l'expression, à mettre le bordel. Et surtout, cet accès aussi se réduit largement à des routes maritimes. Et voilà. Et c'est les routes maritimes qui sont derrière. C'est l'US Navy, c'est le marine américaine qui fait aujourd'hui la pluie et le beau temps sur les océans de la planète. Voilà. Aujourd'hui, l'US Navy a, je crois, 11 porte-avions. 13 porte-avions. La Chine, je crois, en a lancé un actuellement. Elle a un ancien porte-avions qu'elle a acheté à l'Ukraine, enfin un porte-aéronef, Liaoning, de la même classe que le Kuznetsov russe, mais c'est plus un porte-aéronef. Par contre, elle en a un en construction. Même sur l'Isurcal, je crois. Elle en a deux en construction. Ouais, deux, même, vous avez raison. Oui. Pour moi, le jour où les Chinois sont capables de sécuriser les routes maritimes et éventuellement d'établir des routes terrestres. Et les fameuses routes de la soie dont on parle beaucoup. Voilà, le projet des routes de la soie. Le jour où ils ont ça, c'est fini. C'est là concrètement que l'Amérique arrête d'être la puissance dominante sur la planète. Donc je pense que c'est là l'enjeu essentiel. Ouais. Je rappelle, vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, du Libre Journal des lycéens, dirigé aujourd'hui par Pascal Lassalle, et qui a le plaisir, une fois de plus, de recevoir Michel Drac, donc essayiste plutôt non conformiste, on a pu le constater et l'entendre, et qui a sorti récemment donc un ouvrage aux éditions Le Retour aux Sources, intitulé « Voir Macron, 8 scénarios pour un quinquennat ». Alors justement, mon cher Michel, ces 8 scénarios, ils se déroulent un petit peu également dans un panorama offert par des tendances lourdes que vous décrivez dans votre ouvrage pour un peu délimiter les cadres de cet échiquier mondial avec lequel justement donc Macron va devoir compter. En plus peut-être pas vraiment en acteur, en tout cas quelqu'un qui va
peut-être souvent subir des situations et devoir y faire face de cette manière. Pourriez-vous revenir sur quelques-unes de ces tendances? Alors, ces tendances, vous les avez déclinées d'un certain ordre, je pense qu'il y a sa logique. Il y a la question de la démographie que vous abordez. Qui rejoint un petit peu aussi des constats qu'on peut faire, qui sont des trucs qui sont des constats qui expliquent pourquoi en profondeur Emmanuel Macron, quoi qu'il fasse pendant la relativement courte durée de son mandat, 5 ans, c'est vrai que c'est pas suite, subit une donne qu'il ne crée pas et sur laquelle il a très peu de prise. Oui. C'est-à-dire que je crois que je donne le chiffre dans le bouquin. Pendant le mandat. Oui, l'humanité va croître à peu près de 6 fois la population française, c'est ça que vous donnez pendant ce mandat. Quoi. Pendant son mandat, c'est-à-dire que on ne le voit pas évidemment parce que ça fait pas de bruit, mais il y a une espèce d'énorme bombe démographique qui est en train d'exploser. L'explosion s'étale sur un certain nombre de décennies, qui est en train de se produire en Afrique et dans le sous-continent indien. On en voit les effets depuis le flot migratoire. Mais ce n'est que le début. Ce n'est potentiellement là, si vous voulez, ce qui s'est passé en 2015 avec l'affaire des migrants. Justement, revenez-y là. Vous dressez un petit peu votre appréciation aussi de ce fait. Alors honnêtement, je n'ai subi. Provoqué, la question se pose. Je ne sais pas, probablement un mélange des deux. On a l'impression, oui. Il est manifeste que ça a été en partie organisé, puisque on a de très nombreux témoignages concordants établissant que beaucoup de migrants avaient été équipés de tablettes, qu'on leur avait balisé le terrain, qu'il y avait même des points de passage en quelque sorte où on leur remettait un peu d'argent. Manifestement, les organisations du philanthrope entre guillemets George Soros ont joué un rôle dans tout ça. On sait aussi de multiples ONG aussi. De multiples ONG. L'organisation n'est d'ailleurs pas nécessairement unitaire, c'est-à-dire qu'il peut y avoir eu des opérateurs qui ont agi en quelque sorte pour des intérêts qui leur étaient propres. Par exemple, on sait que la marine turque a escorté une partie des barques de migrants vers les îles grecques. Pourquoi ? Est-ce que c'est simplement pour soulager la Turquie de la masse assez gigantesque de réfugiés qu'elle s'est pris dans les dents ces dernières années ? Je crois qu'il y a à peu près 2 millions ou quelque chose comme ça de réfugiés syriens en Turquie. C'est très important. Est-ce que c'est pour déstabiliser la Grèce dans le cadre d'une politique générale agressive ? Ou l'Europe plus largement. Voilà. Est-ce que ça a été contrôlé par l'AKP ou est-ce que dans cette Turquie qui à ce moment-là est à la veille du putsch, enfin la tentative de putsch, ça a été fait par des gens qui au contraire ne sont pas du tout sous contrôle de l'AKP parce que l'armée turque n'a pas donné pendant toute la période toutes les garanties requises sur une réelle unité de la volonté. C'est assez difficile à dire. En tout cas, on voit très bien que ça a été en partie organisé. On sait aussi que pour une raison, alors qui m'échappe totalement, Angela Merkel a éprouvé le besoin de se suicider politiquement en décidant qu'il fallait raconter n'importe quoi sur cette histoire et donner l'impression qu'on allait... là aussi, je pense que ça ressort un peu du pathos personnel. En fait, certains l'ont dit. Par rapport à sa psychologie et peut-être que c'est tout simplement une... Et puis on est aussi dans pour prendre un terme là, le Zeitgeist classique d'une Allemagne qui a été quand même rééduquée entre guillemets copieusement depuis 1945 et qui aujourd'hui se complaît malheureusement avec la perfection qu'ils mettent toujours à agir avec leur psychologie particulière dans un ethnomasochisme, dans une haine de soi et des risques suicidaires d'ailleurs que vous abordez aussi dans votre ouvrage, qui les place par exemple sur le podium en Europe, médaille d'or, toutes catégories confondues malheureusement. Clairement. Mais comme il donne le ton, elle a ouvert les vannes en proposant d'accueillir donc ces millions de migrants et puis après avec tout ce que ça a généré notamment, et ça c'est intéressant aussi vous le signalez, cette fronde d'une partie des membres de cette Union européenne, notamment les pays d'Europe centrale et orientale, le fameux groupe de Visegrad. Et là, on voit aussi une fracture qui s'est créée, et d'ailleurs une fracture salutaire en tout cas. Que nous pouvons là, ça va être très compliqué pour Emmanuel Macron et pour les gens qui travaillent avec lui. En fait,
si mon analyse est juste, mais ça on le saura dans 5 ans, je pense qu'ils vont essayer de piloter cette affaire au mieux des intérêts bien compris du capitalisme européen. Et donc ils vont essayer de faire rentrer un petit peu de migrants, mais pas trop, et en essayant de rentabiliser économiquement l'affaire le plus possible, tout en naviguant à vue entre des opinions qui sont extrêmement rétives et des associations, des groupes de pression qui, eux, vont pousser à la roue pour qu'on en accueille le plus possible. Oui. Et alors, on va voir si j'ai raison. Ma sensation personnelle à ce stade, c'est que on a un gouvernement assez pragmatique du point de vue de ses mandants, c'est-à-dire les classes dirigeantes du capitalisme européen, et c'est en fonction de ces intérêts-là qu'ils vont piloter l'affaire. D'ailleurs, en parlant d'intérêt, tiens, ça me fait rebondir sur une question d'auditeur. Monsieur Drac, à votre avis, au sein de la haute administration française, pensez-vous qu'il y ait des hauts fonctionnaires qui aient le souci de l'intérêt de la France et qui agissent discrètement en faveur de cela? Oui. Alors, on a plus ou moins répondu, je pense que vous le disiez plus ou moins tout à l'heure. Oui, mais j'en connais. Je vais pas donner les noms parce que sans doute. Je veux pas qu'ils aient d'ennuis, parce qu'en plus ça pourrait leur valoir des ennuis. Mais j'en connais tout à fait. Oui, il y a des hauts fonctionnaires qui ont encore cet esprit-là. Tout à fait. Le problème, c'est que évidemment, ils sont pas en position de force structurellement dans un système qui est entre les mains, qu'on le veuille ou non, des oligarchies économiques, sachant que les oligarchies économiques elles-mêmes sont dénationalisées. Mmh. Oui, ben, ça signe des temps. C'est comme ça que nous vivons d'une certaine manière. Vous développez aussi l'aspect écologique, hein, et notamment planétaire aussi, dont Emmanuel Macron donc va devoir aussi il va devoir se positionner par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pourriez dire globalement aujourd'hui dans la limite de ce quinquennat, justement, quels vont être les principaux enjeux auxquels il va devoir faire face dans ce domaine? Alors, disons qu'il y a 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est qu'il n'y a pas de catastrophe majeure. Alors, s'il n'y a pas de catastrophe majeure, il n'aura pas à réagir sous la pression. On ne saura pas dans quelle mesure il s'est préparé, ou les gens qui travaillent avec lui ont préparé le pays à une catastrophe majeure. Bon, donc c'est un certain contexte. Dans ce contexte-là, la principale question, c'est le pilotage de la transition énergétique. Oui. Bon, moi, ce que j'observe pour l'instant, c'est que si je prends en tout cas les rapports de l'Agence internationale de l'énergie, dont les projections sont notoirement très 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 incertaines, mais dont les constats en général sont justes, parce que c'est des statisticiens, ils font leur boulot. Aujourd'hui, la transition énergétique, c'est pas tellement les renouvelables. Peut-être demain, ça, je ne sais pas. On nous dit que dans 10 ans, dans 15 ans, ça va devenir vraiment rentable, ça marchera. Mais aujourd'hui, la transition énergétique, concrètement, c'est le gaz et le charbon. Moi, ce que j'observe, c'est que, bon, soi-disant, on nous fait des grands moulinets. Oui, on a pris des sanctions contre la Russie, blablabla, avec des choses très drôles, du genre, on va arrêter d'exporter des fruits et légumes vers la Russie, comme si... bref, c'est une plaisanterie. Dans la réalité, là, il n'y a pas longtemps, on a inauguré dans l'océan glacial arctique un gigantesque projet gazier qui s'appelle le projet Yamal. Yamal, oui. Ce projet est très intéressant puisque, alors je vais peut-être dire des bêtises, mais de tête, l'actionnariat, je crois que c'est 51% pour l'État russe, 20% pour une des grandes sociétés russes du domaine, je ne sais plus laquelle. Naftogaz ou je ne sais plus. Je ne sais plus exactement les taux. Peu importe. Il y a par ailleurs le CNPC, le géant des hydrocarbures chinois. Il y a le fonds des routes de la soie, qui est dirigé par la Chine, mais qui recueille un certain nombre de pays qui, en retour, s'attendent à récupérer une partie de l'énergie. Voilà. Et il y a le français Total, qui a, je crois, 10 ou 15%, quelque chose comme ça, de Yamal. Les Russes Yamal possède, je crois, un méthanier que les Russes ont appelé très courtoisement le Christophe de Margerie.
C'était le nom de l'ancien PDG de Total, celui qui est mort à Moscou dans un accident, peut-être, on ne sait pas trop, d'avion. Donc ce minéralier a ouvert, c'est un méthanier brise-glace, il a ouvert la route du Nord qui est en train de se dégager à cause de la fonte de la banquise. Oui, et d'ailleurs ça aiguise les appétits des puissances locales. Hein, donc. C'est un événement majeur parce que ça ouvre une route maritime directe qui sera probablement sous peu accessible en permanence toute l'année entre l'Asie de l'Est et l'Europe. Et il y a la même chose aussi en Amérique du Nord. Voilà. On voit d'ailleurs les appétits s'aiguiser entre même Canadiens, Américains, Danois pour le Groenland, et puis bon, les Norvégiens qui sont pas loin. Enfin, donc, pour l'Europe, en tout cas pour l'Eurasie. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais en tout cas, ce méthanier Christophe de Margerie est allé faire sa première livraison en Grande-Bretagne. Les relations entre la Russie et la Grande-Bretagne sont très tendues, très tendues. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais les relations sont très très tendues en ce moment. Tout ça pour dire que la vraie transition énergétique, je pense qu'elle à court terme, je dis pas à long terme. À long terme, je sais pas parce que ça dépend des évolutions technologiques. Mais pour les années qui viennent, elle se joue quand même beaucoup autour du gaz naturel et elle se pense à l'échelle européenne, plutôt manifestement à l'échelle franco-allemande qu'à l'échelle européenne large. Et elle se joue beaucoup dans la relation avec la Russie. Oui. Alors, sur un autre plan, mais qui concerne aussi cette question énergétique, vous avez eu vent, je crois, on en parlait avant l'émission, de l'apparition récente d'un ouvrage d'un journaliste qui se nomme Guillaume Pitron, consacré justement, qui s'intitule « La guerre des métaux rares ». Et là aussi, je crois qu'il met en avant une réalité qu'on ne prend pas assez en compte, notamment à un moment où on nous parle sur un mode très énergétiquement correct, notamment de voitures électriques, de lutte contre les énergies fossiles polluantes, etc. Vous avez quelques petites choses à dire là-dessus? Vous me piégez un peu parce que je ne l'ai pas encore lu. J'ai prévu de le lire, mais je n'ai pas encore lu. Bon, vous avez lu au moins la 4e couverture et vous voyez à peu près de quoi... J'ai quand même quelques petites choses à dire, effectivement. En fait, quand on regarde les risques d'extraction, d'épuisement à l'extraction primaire sur les ressources naturelles, on s'aperçoit que les ressources énergétiques ne sont pas nécessairement en elles-mêmes en première ligne. C'est-à-dire qu'il est très possible qu'on ait encore des ressources énergétiques en hydrocarbures pour 50, 60 ans, avec en particulier le gaz naturel. Et puis on a le charbon, il en reste des siècles. Ça posera évidemment d'énormes problèmes s'il faut passer d'une source d'énergie à l'autre, mais en fait, de l'énergie, il y en a encore pas mal. Bon. Par contre, effectivement, il y a un certain nombre de ressources, en particulier en métaux, qui peuvent être éteints à l'extraction primaire assez rapidement. Et ça concerne entre autres les métaux rares qui sont très utilisés dans les énergies dites renouvelables et qui ne sont pas entièrement recyclables. Oui, et puis après, avec des objets du quotidien, notamment liés au monde numérique, comme nos téléphones portables. Il y a le rêve, évidemment. Nos téléphones portables, nos ordinateurs, etc. Je me suis laissé dire que pour les écrans de nos smartphones, on avait besoin actuellement d'un métal rare, alors je ne peux plus dire lequel c'est parce que je ne me souviens pas, et qu'il pourrait bien être éteint à l'extraction primaire dans peu de temps, on parle d'1 ou 2 décennies, ce qui fait qu'on reviendrait à des écrans en noir et blanc. Génial. Et qui dureront plus longtemps, surtout. Mais c'est génial, je suis absolument pour. Malheureusement, j'ai peur qu'il y ait un laboratoire qui nous trouve une solution de rechange, parce que vous savez, il y a des gens pervers. Mais on peut rêver effectivement d'un monde où on sortirait par la force des choses de la dictature de l'image. Encore que là je me remémore des propos justement de Pitron, là, interviewé je ne sais plus par un journal, un journal du soir, et il disait que les Japonais avaient commencé à prendre conscience de la nécessité de recycler tous ces objets, donc ils comportent d'énormes parts de métaux rares. Et il disait que si on faisait un recyclage massif sur une année de tous les objets donc qui recèlent ce type de métaux rares, à l'échelle de la population japonaise, là on fait des statistiques, on pouvait s'assurer d'à peu près 3 décennies de stock de métaux rares.
pour le Japon, pour le Japon en tant que tel. Le Japon pourrait s'octroyer des réserves de 30 décennies pour ces métaux rares et bien sûr l'utilisation qui en est faite pour les objets qu'on a décrits, etc. Donc, bon, là, ça a été pour le moment, ça s'est fait à l'initiative il faudrait savoir si c'est possible, c'est-à-dire que le recyclage, ça coûte. Ça coûte en énergie en particulier. Oui, c'est vrai que là pour le moment ce sont des associations qui ont mis ça en avant, qui ont essayé un petit peu de sensibiliser la population et les pouvoirs publics au Japon, mais effectivement si ça doit se faire à une telle échelle, ça aura aussi un coût énergétique, c'est évident. Ça se fait pas du jour au lendemain. Bien sûr. Je pense que oui, de toute façon on y viendra. On va s'apercevoir tôt ou tard que dans un monde fini, on peut pas indéfiniment piller toujours plus les ressources naturelles. C'est drôle d'ailleurs de penser qu'un raisonnement qui objectivement est à la portée d'un gamin en CE2 quoi à peu près. Collectivement on n'arrive pas à le faire. Mais ça prouve qu'il y a des facteurs irrationnels qui sont à l'œuvre. Une fois de plus, ça l'histoire nous le démontre. Ça prouve que l'intelligence collective de l'humanité est inférieure à celle d'un gamin de CE2. Malheureusement, et puis de ceux qui sont aussi à la manœuvre de cette manière. Oui, mais eux-mêmes, si vous voulez, ils sont à la manœuvre sans être à la manœuvre. Oui, ils sont pris par un système et par une dynamique, aussi négative fut-elle. Mais bon, on est dans... Alors, dans ces grandes tendances que vous défrichez, cher Michel, on a déjà parlé un petit peu de politique concernant justement la figure de Macron. Et aussi le contexte auquel il va être confronté. Pouvez-vous revenir un petit peu sur justement l'état des lieux à la fois sur le plan intérieur, alors, ce sera assez vite vu, à la fois entre recomposition et vide, et puis surtout sur le plan européen, parce que c'est vrai que Macron a été un petit peu mis en avant, un peu comme une sorte de capitaine du navire Europe, avec justement les difficultés que Angela Merkel a rencontrées à constituer sa coalition, et puis son semi-succès ou semi-échec électoral. Il en est surtout aux yeux de beaucoup du couple franco-allemand, pour être resté à la tête, en tout cas, de la locomotive Union européenne, de cette locomotive bruxelloise. Donc, quelles sont un peu les grandes tendances que vous pourriez dégager pour nos éditeurs, à ce jour, de cette manière. Je ne sais pas quel est le contrat réel d'Emmanuel Macron avec les gens qui ont promu sa candidature, mais en tout cas, je sais quel est le contrat symbolique qu'il a passé avec une grande partie de son électorat. C'est très clair, il s'est vendu autour, de façon d'ailleurs implicite, mais bien présente, autour de l'idée qu'il allait en quelque sorte, entre guillemets, sauver la construction européenne. C'est clair et net que c'est là-dessus que Marine Le Pen implose lors du débat du 3 mai 2017. C'est là-dessus qu'Emmanuel Macron fait la différence. Alors mon analyse, qu'est-ce qu'elle vaut ? On peut en discuter. Je ne prétends en aucun cas pouvoir sonder les cœurs et les reins de mes contemporains. Mon analyse, c'est que nous vivons dans une France extrêmement frileuse, où énormément de gens sont prêts à voter pour quiconque leur garantira qu'en tout cas les choses ne vont pas empirer à l'extrême. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la soi-disant libération des énergies, la révolution Macron, etc., tout ça c'est du blabla, c'est absolument évident. En réalité, Macron, c'était le candidat qui permettait à tous ceux qui veulent que les choses durent au moins aussi longtemps qu'eux, de continuer à espérer que les choses allaient durer au moins aussi longtemps qu'eux. Voilà. C'est-à-dire, c'est le candidat d'une certaine classe moyenne, plutôt supérieure maintenant, qui commence à voir que la dynamique de régression sociale la rattrape. La dynamique de régression sociale, voilà, elle a laminé les classes populaires juste après les 30 Glorieuses dans les années 80. Elle attaque la classe moyenne inférieure dans les années 90-2000 et elle commence maintenant à rattraper le bas de la classe moyenne supérieure qui se met à paniquer. Bon, et ça c'est une des raisons de l'élection de Macron. Il y a les retraités aussi. Il y a les retraités aussi, qui ont finalement, certes, beaucoup voté Fillon. Fillon était a priori très bien placé sur les retraités, mais qui ont pas mal glissé vers Macron en cours de route. Parce que, là encore, on a la promesse que les choses vont continuer. Et cette promesse que les choses vont continuer au moins aussi longtemps que les gens qui ont voté pour l'impétrant, elle se cristallise, elle se concrétise autour de la promesse de la défense de l'Union européenne et
également probablement très largement de l'euro et de la stabilité monétaire. Bon. Et alors après, il y a tout un discours sur la relance des énergies. Le livre de Macron, le livre de campagne de Macron s'appelait Révolution, ce qui est très drôle. Oui, vous avez consacré une fiche de lecture. Oui, tout Quel sacerdoce. Tout à fait. Un des rares livres de ma connaissance où j'étais incapable de me souvenir de ce que j'avais lu quand j'avais fini un chapitre. Bref, en réalité, c'est révolution de la part de Macron, c'est une plaisanterie. Non, c'est continuité, c'est les choses vont durer aussi longtemps que vous, et en particulier, ce mythe fondateur autour duquel se structure l'identité politique d'une grande partie de la population maintenant, qui est la construction européenne, ne va pas imploser sous vos yeux. C'était ça, en fait, la promesse de Macron à l'égard de son électorat. J'ai pas dit à l'égard de ses mandants, ça je peux pas savoir, mais à l'égard de son électorat. Bon, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne, comme projet politique, dans sa configuration, en tout cas, telle qu'on la connaissait il y a encore quelques années, a complètement explosé. Les Britanniques se sont barrés. L'Europe de l'Est reste uniquement parce qu'elle en profite économiquement encore à ce stade. Mais je pense que si Bruxelles essaye d'imposer des quotas de migrants aux Polonais et aux Tchèques, sans parler des Hongrois, ça va très 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 mal se passer. Il semblerait que les Croates soient en voie de rejoindre les cas de Visegrad. Ouais, ce qui était prévisible. Bien sûr, c'était annoncé. Ce sont des peuples qui ne sont pas encore déstructurés, donc ils accepteront pas de se laisser marcher dessus comme ça. Là, les Tchèques d'ailleurs viennent de reconduire leur Zeman. Leur président populiste anti-européen. Et pro-russe aussi. Pro-russe. On voit très bien que l'Europe de l'Est aura beaucoup de mal à rester dans une Europe, on va dire, tournée vers la substitution de population par les flux migratoires. L'Europe du Sud, on en parle moins, mais l'Europe du Sud continue tout doucement à imploser économiquement. Vous pensez à quel pays en particulier? L'Espagne, Grèce, Italie. À part les Portugais qui possèdent une culture particulière qui leur permet d'encaisser en quelque sorte des chocs extrêmement. Une sorte de résilience, une grande résilience. C'est une population qui, pour des raisons qui tiennent à son histoire propre, à sa culture spécifique, à son état d'esprit, peut en quelque sorte accepter de rentrer dans la logique un petit peu de contrainte et il y a quelque chose presque de psychologiquement je vais pas dire de masochiste, faut pas exagérer, mais il y a un petit peu ça. Fado, c'est un peu. Il y a une sorte de fatalité assumée. Et c'est vrai que là, je vous rejoins, Michel, j'ai pu le constater en allant au Portugal, en discutant avec des gens, des gens ordinaires, qui avaient cette capacité différente un peu de celle de la voix espagnole. Encore que chez les Espagnols, il y a aussi une certaine hétérogénéité, au vu de la constitution du pays, un basque, pas comme un catalan ou comme un andalou, mais c'est vrai que je vous rejoins complètement. Voilà, c'est une nation. C'est une nation qui est très capable en fait de s'adapter à une Europe pilotée par les Allemands. Mais c'est pas le cas des Espagnols, c'est pas le cas des Italiens et c'est pas le cas des Grecs. En Grèce, là, en échange de leur dernier énième plan d'aide et d'accords de prêt du FMI, ils ont encore pris un tour de vis social. Ça, on n'en a pratiquement pas parlé en France parce qu'on n'en parle plus. Mais il y a eu des manifestations très violentes à Athènes début janvier. La police a dû intervenir parce que les manifestants marchaient vers je sais plus, c'était pas les présidentielles ou le Parlement, je ne sais plus quoi. Non, mais ça chauffe. En Italie, il y a des élections législatives début mars. D'ailleurs, vous les intégrez dans un de vos scénarios. Oui, on va voir ce qui va se passer. Alors évidemment, mon scénario n'en est qu'un parmi des dizaines de scénarios possibles. Mais si on imagine que le M5S arrive au pouvoir en Italie... Au moins 5 étoiles de Pepe Grillo. Le moins 5 étoiles de Pepe Grillo. Il est clairement sur une ligne générale dont on ne voit pas très bien comment ça va pouvoir être compatible avec une Allemagne sous pilotage... encore de Madame Merkel, ça va être un petit peu compliqué, on va dire, entre Beppe Grillo et Angela Merkel. Une Merkel fragilisée aussi. Une Merkel fragilisée, mais qui reste quand même une Merkel, toute fragilisée qu'elle soit.
Ça va être très compliqué. Et alors, est-ce que après, Monsieur Rio va rester fidèle à ses engagements? On risque aussi d'avoir des scores importants, notamment de la Ligue. On peut avoir une Italie complètement ingouvernable. Ouais. Complètement Il y a un ingouvernable. Berlusconi là qui tenterait peut-être un retour et qui aurait peut-être ses chances. Un petit retour De Silvio. De Silvio. Ce qui d'ailleurs fera pas nécessairement plus plaisir à Angela Merkel que Beppe Grillo. Je pense, oui. Mais bon, bref, on verra ce qui va se passer. En tout cas, ça promet d'être un sacré bordel, pour dire les choses simplement. Et effectivement, dans tout ça, Emmanuel Macron, à mon avis, c'est là qu'on le verra à l'œuvre. C'est-à-dire que là, pour l'instant, tout est bloqué. À un moment, ça va se débloquer et il faudra faire des choix. Et c'est là qu'on verra quel choix il va faire. Est-ce qu'il va se tourner vers la Grande-Bretagne? Est-ce qu'il va rester fidèle à l'Alliance allemande? Est-ce qu'il va essayer, bon an, mal an, de continuer à négocier tous azimuts, sachant que la distance, en quelque sorte, entre Londres et Berlin risque de beaucoup s'accroître, surtout si les Anglais commencent à aider les Italiens à remettre en cause le pilotage de la zone euro par les Allemands? Ça va être compliqué. Et c'est là qu'on va voir vraiment de quoi est fait Emmanuel Macron. Et c'est ça les vrais enjeux. Et le voir vraiment agir, ça sera le voir agir par rapport à ce genre de choses. Bien. Je vous rappelle, vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, du Libre Journal des lycéens, dirigé aujourd'hui par Pascal Lassalle, et qui a l'immense plaisir de recevoir Michel Drac pour son dernier ouvrage intitulé « Voir Macron, 8 scénarios pour un quinquennat » aux éditions Retour aux sources. Alors, mon cher Michel, on va terminer aussi par l'évocation d'une tendance que vous avez d'ailleurs de manière fort judicieuse mise en avant aussi dans votre ouvrage, une tendance concernant justement la culture et sûrement la dissolution à la fois psychologique et culturelle dont est l'objet nos peuples occidentaux, nos peuples européens. Notamment, vous avez mis en évidence quelque chose qui a été repris dans le dernier numéro du magazine des idées, c'est-à-dire la régression intellectuelle et culturelle dont sont l'objet de nos nations, en faisant notamment allusion aux travaux de Flynn, et puis bien sûr tous les autres phénomènes liés. Donc en quelques minutes, vous avez pris 5 minutes, est-ce que vous pouvez revenir dresser les contours de cette réalité pour nos auditeurs? Écoutez, la réalité, c'est que oui, on le voit maintenant, ça, c'est évident, il y a une baisse générale du niveau de réflexion de la population. Ça se voit. Je veux dire, bon. Les statistiques indiquent effectivement une baisse très rapide du quotient intellectuel moyen en France. Alors pour quelles raisons, c'est difficile à dire, il peut y avoir plusieurs raisons. Il y a importation de populations qui viennent de pays où le quotient intellectuel est nettement plus faible. Ça peut jouer un rôle. Il y a aussi, on parle beaucoup des perturbateurs endocriniens. On parle aussi beaucoup du rôle des écrans. C'est indéniable. Avec des gamins qui développent des symptômes caractéristiques du spectre autistique parce qu'ils ont été élevés avec une tablette dans les mains. Et puis difficulté, voire incapacité à se concentrer, à fixer son attention, à mémoriser, voilà. etc. Et cette régression anthropologique, parce qu'il faut quand même appeler les choses par leur nom, c'est pas seulement une régression mentale, je pense que c'est une régression anthropologique générale. Vous savez, ça me fait penser à un ouvrage de Konrad Lorenz, le grand éthologiste, et lui déjà en parlait dès les années 80. Nous sommes dans une régression anthropologique. C'est pratiquement le terme qu'il emploie. C'est à ce moment-là que ça a commencé. C'est le progrès, en fin de compte, c'est un peu le phénomène d'hétérotélie cher aux sociologues du mono, c'est-à-dire qu'on arrive à un objectif, à un résultat inverse de ce qu'on avait espéré. C'est-à-dire que le progrès, en fin de compte, le mieux-être, matériel, en tout cas, qui a été celui d'une bonne partie de nos peuples, de la civilisation dite occidentale, aujourd'hui se retourne contre lui pour engendrer des effets pervers, de certaine manière. Mais je crois, et j'en ai tenu compte quand je me suis... C'est ça qui est intéressant. Ça, c'est souvent un paramètre qu'on ne prend pas assez en compte et qui joue après, qui va jouer après dans les élections. Dans mes scénarios, parce que bon, le bouquin est aussi construit, je veux dire, il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Je veux dire, c'est des scénarios de prospection, alors on essaye de les faire sérieusement comme toutes les plaisanteries, mais à la base c'est un peu une plaisanterie, c'est-à-dire qu'on s'amuse aussi à imaginer ce qui pourrait se passer. Et je m'amuse à imaginer effectivement une Amérique
en 2020, alors évidemment tout ça n'a aucun rapport avec la vérité de nos amis américains, qui serait quand même peuplé par une forte proportion de crétins complètement lobotomisés, qui aurait un président atteint lui-même du syndrome d'inattention, qui passerait son temps par exemple à tweeter tous les matins de façon compulsive avant de passer ses soirées avec un cheeseburger couché sur son lit en regardant la télé, c'est des choses qui peuvent pas exister, quoi, et qui, pour se faire réélire en 2020, ayant constaté que dans l'ambiance totalement débile de cette Amérique crétinisée au dernier degré, le grand tube à la mode, c'est un rappeur dont le titre est lancer des tomahawks, c'est cool, mec, décide de monter de croisière, décide de monter une petite crise avec la Corée du Nord, histoire simplement de pouvoir prendre des pauses agressives et de rafler les quelques points dans les sondages qui lui permettront d'être réélu. Et que malheureusement, dans mon scénario, c'est le moment où les choses dérapent, la CIA s'est un peu trompée dans l'évaluation des capacités nord-coréennes et ça tourne à la vraie guerre. Bon, c'est un exemple. Il y a un autre exemple où je me suis amusé dans mon bouquin aussi, où ça parle de régression anthropologique, c'est sur la France. Je m'amuse avec François Asselineau. François Asselineau, un politique français, partisan du Frexit, qui a été candidat en 2017 et qui a fait moins de 1%. Alors mon analyse... On a vu beaucoup d'affiches quand même. On a vu, oui, mais c'était le seul candidat qui avait probablement plus d'affiches que d'électeurs. Enfin, je m'amuse un petit peu avec François Asselineau. Je précise d'ailleurs que je m'amuse avec lui, bien sûr, parce que je l'aime bien sur le fond. Et je pense que son score s'explique de façon extrêmement simple. Il fait des conférences de 5 heures, en comparaison desquelles les miennes sont en gros faciles à suivre, quoi. Et donc il a fait presque 1% des voix, c'est bien pour quelqu'un qui fait des conférences de 5 heures. C'est-à-dire que je m'amuse dans le livre parce que j'imagine que ce pauvre monsieur Asselineau va boire la coupe jusqu'à la lie, et symboliquement, lui qui essaye de s'adresser à une France qui n'existe plus, qui était une France où les gens étaient capables de lire un livre, il termine à la télévision après avoir enfin franchi la barre des 1% en 2022, et il est interrogé sur une émission politique nouvelle qui vient d'être lancée avec Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Le parcours d'abjection. On va jusqu'au bout. Voilà, donc je me marre un peu avec la régression anthropologique, c'est un bon sujet de plaisanterie. Alors que bon, oui, c'est une tendance qui est de nature un peu inquiétée. Et bon, en tout cas, voilà, ce sont des choses que aussi. Il faut en rire. Ouais, il vaut mieux en rire. Vous le dites au début. De toute façon, bon, on n'a pas le choix. Il faut surfer avec le Kali Yuga, pour reprendre ce terme donc lié à la tradition indienne, hein, cet âge de dissolution. En tout cas, voilà, les auditeurs qui se procureront votre ouvrage et le liront, et qui seront le plus nombreux possible, j'espère, verront que vous avez donc envisagé 8 scénarios qui terminent par une guerre mondiale. Là aussi, bon, tant qu'à y être. On y va. Mais moins de 1% Franco. de chance. Oui, non, moi aussi je joue. Je pense que quand même, enfin, il y a toujours une part d'imprévisibilité dans certains événements. Si des fois, effectivement, une montée aux extrêmes n'est pas contenue, si certaines agissent et d'autres surréagissent, comme vous le dites, notamment à la frontière de l'Europe et de la Russie, avec les points chauds que nous connaissons, en Ukraine notamment. Donc, bon. On n'en sait rien. En tout cas, voilà, vos scénarios sont extrêmement intéressants. Parfois, suscitent un peu le sourire. En tout cas, effectivement, on est quand même la tragédie avec le sourire aux lèvres. De cette manière, les tragédies annoncées. Donc, je vais me livrer à mes habituelles chroniques culturelles, un peu succinctes ce mois-ci, et puis ensuite nous reviendrons pour terminer avec vous, éventuellement sur les projets en cours et quelques petites considérations. Alors, au programme ce mois-ci, j'ai 5 ouvrages. En fait, pour commencer, j'ai une trilogie qui vient de paraître, que vous avez reçue d'ailleurs chez Michel, m'avez-vous dit avant l'émission, celle signée par Robert Stekers, qui est une éminente figure de ce qu'il était convenu jadis d'appeler un peu la nouvelle droite, en tout cas toute la frange alter-européenne qui réfléchit dans l'Europe. Donc Robert Stekers est l'auteur d'une œuvre considérable à travers les revues qu'il avait jadis animées dans les années 80-90, les revues Orientation et Vouloir, ainsi
ainsi que le bulletin d'une association dont il a fait partie, l'amicale européenne Synergie européenne. Donc Robert Stockers, qui est un bon flamand, terre d'empire silanais, vient de se décider, ça fait quelques années, il s'est décidé à faire paraître énormément de ses articles et de ses études sous forme de livres. C'est ce qu'on pouvait souhaiter depuis longtemps. Et il vient de publier aux éditions BIOS une trilogie intitulée tout simplement Europa. Donc il s'agit d'un recueil de ses meilleures études qui sont classées thématiquement. Le premier volume s'intitule Valeurs et racines profondes de l'Europe, avec dans la lignée des grands auteurs et qui ont pensé justement une certaine idée de l'Europe qui n'est pas celle de Bruxelles, vous en doutez, cher Michel. Nécessité aussi donc à travers ce ressourcement de ces valeurs d'aller au-delà du nihilisme auquel nous sommes confrontés actuellement, avec un éclairage intéressant justement sur les axes constitutifs de ces racines, de cette identité, de cette spiritualité, notamment un éclairage jeté sur la part d'origine iranienne. L'Iran ancien, avec sa vision marquée par le mazéisme et la pensée de Zarathustra. Enfin, il y a des considérations extrêmement fines et intéressantes, avec toujours l'érudition qui caractérise Robert Stockers. Dans ce premier volume, on trouvera également une très longue étude sur la bataille de Lépante, à travers notamment tout l'arrière-plan et qui a précédé, qui a succédé. Le deuxième volume s'intitule De l'Eurasie aux périphéries, une géopolitique continentale. Donc là aussi, Robert Stockers a ce don de se pencher sur l'histoire et sur ses enseignements avec beaucoup de détails pour offrir une vision géopolitique. Alors sa vision géopolitique s'inscrit d'un cadre eurasiste, qu'il ne faut pas confondre avec les néo-eurasistes d'Alexandre Dugin. Bon, c'est vrai que je trouverais personnellement que Robert Stockers peut-être a une vision un peu idéalisée de la Russie, des réalités en cours, en tout cas de la faisabilité du projet grand continental, d'une grande Eurasie ou d'une Europe élargie qui irait de Galway à Vladivostok. Mais voilà, son éclairage est toujours intéressant, même si des fois il frise parfois un certain réductionnisme sur le plan géopolitique, mais ça a toujours été un petit peu la marque de fabrique de l'auteur. Le troisième ouvrage s'intitule Un balcon sur le monde, et là donc on a de gros développements, notamment sur l'Iran, sur la Chine, et c'est extrêmement bien sûr intéressant et très souvent pertinent. Donc ce sont 3 gros volumes qui, à mon avis, doivent figurer dans toutes les bibliothèques de tout bon Européen qui se respectent et qui se révèlent par leur pertinence, ou en tout cas leur invitation au débat sur certains points, mais en tout cas qui nous permettent d'aller de l'avant. Donc c'est la trilogie Europa, signée par Robert Stockers, que j'avais eu le plaisir de recevoir dans le cadre de cette émission, il n'est pas impossible qu'il y remette les pieds d'ailleurs très bientôt à ce sujet ou à un autre. Donc paru aux éditions BIOS. Deuxième ouvrage, là on reste dans le domaine de la géopolitique avec un ouvrage co-signé par Marjorie Borde avec un S et Olivier Hahn, je crois qu'il est déjà venu dans cette radio, ou dans le cadre de cette radio, chez d'autres patrons d'émission. Un petit ouvrage donc paru aux éditions du Grenadier Bernard Giovanangeli, intitulé Géopolitique du Golfe Persique, sous-titré Menaces réelles et menaces perçues. Donc Olivier Hahn qui avait déjà signé des ouvrages extrêmement importants et intéressants, notamment sur les frontières de cette zone du monde, donc nous offre un panorama factuel de l'état des lieux, des principales puissances et surtout des dynamiques dont elles sont l'objet ou qu'elles impulsent dans cette région du monde. Donc c'est un éclairage extrêmement intéressant. Qui est synthétique également et qui permet un peu de faire le point, même si après bien sûr on peut rajouter d'autres analyses qui viendront suppléer à ce qui parfois n'a pas été dit dans le cadre de cet ouvrage. Donc c'est l'ouvrage de Marjorie Borde et Olivier Hahn, H-A-2-N-E, Géopolitique du Golfe Persique, menaces réelles et menaces perçues, aux éditions du Grenadier Bernard Giovanangeli, pour la modique somme d'ailleurs de 16 €, ce qui est pratiquement donné. On termine avec un petit peu de littérature alternative, si je puis dire. On va rejoindre un peu le domaine du polar, mais du polar qui échappe un petit peu au poncif gauchiste. Vous savez qu'aujourd'hui, le polar français, notamment de l'espace francophone, est colonisé par des auteurs qui se situent à gauche ou à l'extrême gauche. Là, ça nous change un petit peu, grâce justement aux efforts des éditions Oda Izarn, qui sont dirigés notamment par un des maîtres d'œuvre de la revue
du magazine autonome de désintoxication idéologique Réfléchir et agir, hein, donc dont le prochain numéro d'ailleurs est en voie de parution. Donc Oda Izan a lancé une petite collection intitulée Liste Noire, dans laquelle on va trouver des polars différents un petit peu, hein, qui relèvent d'une autre vision du monde, la nôtre pour le dire tout simplement, avec sa dernière parution signée par Thierry Bouclier. Thierry Bouclier, donc avocat à la Cour, qui avait déjà signé plusieurs ouvrages, notamment une biographie de Tissier Villancourt, un Qui suis-je chez Pardet sur ADG. Donc un ouvrage intitulé Le dernier des occupants, qui est en fin de compte une sorte de version moderne du dernier Mohican dans les jungles urbaines et cosmopolites, hein, donc qui constitue un petit peu le maillon, voilà, une partie de la géographie de notre pays. Donc c'est bien mené. C'est alerte, c'est un rythme haletant, et puis ça se lit vraiment avec plaisir. De la très bonne littérature de gare au sens positif, hein, donc comme on aurait pu dire. Ça se lit donc l'espace d'un petit trajet en Paris-Normandie, par exemple, au cher Michel, ça se lit très facilement. Et je le recommande à tous nos auditeurs, hein, ça change un petit peu, voilà, du polar ambiant ou du polar scandinave, hein, à moitié neurasthénique, et souvent aussi très marqué par des idées qui ne sont pas les nôtres. Quoiqu'il y a des choses intéressantes dans le polar scandinave. Alors, mon cher Michel, pour terminer, il nous reste 2 minutes. Un projet à venir, éventuellement annoncé, ou alors ça reste confidentiel Oh non, il n'y a rien de un ouvrage, donc un ouvrage à venir, peut-être encore. J'ai 2 projets d'ouvrage en fait en cours. Je pense que je vais me risquer à un petit bouquin de vulgarisation sur la macroéconomie. La macroéconomie par l'exemple, où je vais m'amuser à faire quelque chose de ludique et qui aidera les gens à comprendre les grands concepts de la macroéconomie. Mais ça va m'aider moi aussi. Et sinon, j'ai un autre ouvrage en cours de constitution sur la question de la religion et du devenir de la religion. Et toujours pareil, en essayant de faire de la transversalité, en raisonnant là où on ne s'attend pas à raisonner, par exemple en réfléchissant à la façon dont la technologie, l'économie vont modifier la nature même de la religion dans les décennies qui viennent. Voilà, la question du transhumanisme, entre autres, etc. Exactement. Bien, mon cher Michel, écoutez, je vous remercie beaucoup pour avoir été présent dans ce studio pour évoquer donc toutes ces questions, donc plus que jamais d'actualité. Et puis bon, je donne rendez-vous aux auditeurs pour de prochaines aventures métapolitiques, pour une nouvelle donc édition de ce livre journal. À très bientôt. Au revoir. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal des lycéens dirigé aujourd'hui par Pascal Lassalle, diffusé en direct samedi 3 février 2018 de midi à 13h30 et réalisé par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.